Les partisans organisent une fête de Noël en Russie. Et il n'y a rien que Vladimir Poutine puisse faire à ce sujet depuis son propre pays. Poutine doit affronter les sympathisants de l'Ukraine et les Ukrainiens qui attaquent certains actifs russes, là où ils devraient être en sécurité. La guerre en Ukraine ne devait pas se dérouler ainsi pour Poutine. Le dirigeant russe le pense depuis des années, tandis que son principal adversaire riposte toujours avec force. Et l'Ukraine vient de le refaire. L'Ukraine a porté plusieurs coups majeurs et les zones sûres de la Russie sont en feu. Le dernier problème de Poutine avec les groupes partisans ukrainiens a eu lieu les 21 et 22 décembre avec une attaque le second jour. Celle-ci restera l'une des actions les plus dommageables des partisans contre la Russie depuis le début de la guerre. Le 22 décembre, le Kiev indépendant a indiqué que la direction principale du renseignement ukrainien, a révélé qu'un groupe partisan avait mené une frappe dévastatrice dans la région de Lipetsk, en Russie. Cible : 2 chasseurs Su-30 que la Russie utilise pour défendre son territoire contre les drones ukrainiens et pour lancer missiles et bombes sur l'Ukraine. Le direction principale du renseignement ukrainien a d'abord cru à tort que les partisans avaient détruit un Su-30 et un Su-27 avant de préciser qu'il s'agissait en réalité de 2 Su-30 détruits lors des sabotages. Le direction principale du renseignement ukrainien a affirmé qu'une déclaration sur Telegram a tout révélé. Dans la nuit du 20 au 21 décembre 2025, un incendie a touché un aérodrome militaire russe près de Lipetsk. 2 coûteux chasseurs ennemis, Su-30 et Su-27, étaient en train de brûler. Nous savons que le Su-27 était en fait un Su-30, mais l'affirmation reste valable. Le direction principal du renseignement ukrainien a estimé le coût des 2 chasseurs perdus à environ 100 millions. Il a ajouté: après l'opération du direction principal du renseignement ukrainien du ministère de la Défense de l'Ukraine, menée par un membre de la résistance au régime criminel russe, les 2 avions militaires de l'agresseur ont été neutralisés. Le direction principal du renseignement ukrainien collabore avec les mouvements de résistance à l'intérieur de la Russie. Il n'a toutefois pas précisé quel mouvement était responsable de l'attaque. Nous savons comment l'attaque a été menée. D'après le Kiev indépendant, un groupe partisan ukrainien à Lipetsk a étudié pendant plusieurs semaines les itinéraires de patrouille et les horaires de garde sur la base. Cherchant une ouverture par laquelle il pourrait s'infiltrer, l'un de cet agent avait une tâche difficile. Entrer dans la base n'était que la première étape. Il devait aussi pénétrer dans le hangar où les chasseurs russes étaient entreposés, les saboter puis quitter l'aérodrome sans être remarqués. Il a fallu 2 semaines de planification pour s'assurer que l'opération serait un succès. Le partisan ukrainien a réussi. Nous l'apprenons via la vidéo YouTube du GUR. Les images d'environ 90 secondes commencent par des prises de vue aériennes de la base ciblée par les partisans, avant de passer à des enregistrements capturés par les saboteurs. Alors qu'ils commencent leur travail, on voit les numéros sur les queues des avions ciblés, et les agents saboter les commandes à l'intérieur de ces avions. Puis beaucoup de feu alors que les 2 avions s'embrasent. Les dernières secondes montrent le partisan s'échappant librement de la base aérienne du point de vue de sa caméra, sans être inquiété par les gardes russes. Cette opération parfaitement planifiée a coûté à la Russie 2 atouts précieux, efficaces contre l'Ukraine et de grande valeur monétaire. Les Su-30 sont parmi les derniers avions que Poutine veut perdre, encore moins 2 en une nuit. Comme l'indique Army Recognition, le Su-30 est un chasseur multirôle utilisable par tous les temps. Il résiste à divers brouillages radars et, une fois une cible localisée, possède de nombreux armements pour la détruire. Il comprend un canon GSH 300, un de 30 mm, avec 150 obus et 12 points d'emport externes. Ils peuvent transporter le type de bombes non guidées que la Russie a transformées en bombes planantes, qui ont dévasté de nombreuses villes ukrainiennes. Un Su-30 transporte aussi divers missiles RR, dont les RWAE, R-27R et R-73E. Le chasseur peut aussi être équipé de bombes guidées, de missiles à courte portée et supersoniques anti-navires. C'est une cellule polyvalente sur laquelle la Russie compte énormément aujourd'hui. Les 2 Sukhoi 30 à Lipetsk ne sont bons à rien. C'est la dernière d'une série de frappes ukrainiennes visant à affaiblir la menace aérienne russe. Les avions de chasse et hélicoptères ont été des cibles majeures pendant la guerre avec la Russie, selon le ministère ukrainien des Finances. Il indique que l'Ukraine a détruit 436 avions russes et 347 hélicoptères depuis que Poutine a lancé son invasion. Ces chiffres énormes incluent désormais les partisans de Lipetsk, aggravant la situation pour Poutine.
Ce n'est même pas la première attaque ukrainienne contre l'aviation russe ces derniers jours. L'Ukraine a aussi attaqué la base aérienne de Belbek en Crimée avec ses drones longue portée. Cette frappe est survenue après une attaque précédente qui avait détruit certains des radars de défense aérienne de la base. Et l'Ukraine a pleinement profité de la brèche qu'elle avait créée lors de la même frappe qui a détruit les radars. L'Ukraine a également touché un chasseur russe MiG-31. Quelques jours plus tard, d'autres drones ukrainiens ont pénétré à Belbek, frappant violemment une paire de Su-27 dont l'un roulait sur la piste, et entièrement chargé d'armes, que la Russie avait l'intention d'utiliser contre l'Ukraine. Pour en savoir plus sur cette frappe, regardez notre vidéo qui explique l'action de l'Ukraine et ses conséquences pour la Crimée. La Russie a perdu 5 appareils en une semaine, et Poutine ne semble pas avancer dans la résolution du problème des saboteurs sur son territoire. Pour en avoir la preuve, il suffit de mentionner une attaque distincte de partisans ukrainiens contre la Russie, la veille de l'annonce des 2 Su-30 détruits. Le 21 décembre, le Kiev indépendant a également rapporté une opération de sabotage menée par des partisans ukrainiens dans la région de Rostov-sur-le-Don. 2 éléments distinguent cette attaque de celle menée à Lipetsk le lendemain. Les partisans ont ciblé un centre logistique ferroviaire au lieu d'équipement militaire russe. Ces centres remplissent une fonction militaire, car ils sont des maillons essentiels de l'immense chaîne logistique qui transporte les troupes et l'équipement russe vers les lignes de front en Ukraine. Deuxièmement, nous connaissons le nom du groupe de partisans qui a mené cette attaque. C'est un nom qui pourrait vous être familier si vous avez suivi les opérations de sabotage de l'Ukraine à l'intérieur de la Russie. Les agents d'Artech de ce groupe sont venus avec des cadeaux à Rostov-sur-le-Don, mais ce n'étaient pas des cadeaux que Poutine aurait espéré recevoir. Artech a apporté le feu et l'a utilisé pour détruire des équipements au centre ferroviaire de Batisk. Comme pour l'attaque contre les Su-30. Une déclaration et des images vidéo prouvent que les partisans ukrainiens ont fait ce qu'ils affirment. Artech a annoncé sur Telegram « Nos agents ont saboté avec succès un nœud ferroviaire stratégique à Batisk en incendiant des armoires de relais. Le principal centre logistique approvisionnant les forces d'occupation au sud a été perturbé. » Le groupe a ensuite expliqué que le centre en question était utilisé par des trains transportant des troupes russes, du carburant, des munitions, et même des véhicules blindés vers les régions ukrainiennes de Kherson et de Zaporizhia, 2 régions constamment attaquées par la Russie. Toute action pour soulager la pression de ces assauts est bienvenue pour l'Ukraine. Artech précise que des trains transitent par ce centre vers la Crimée et Donetsk, rendant l'opération de sabotage et les retards encore plus significatifs. Artech explique également, en ajoutant que la perturbation de la gare de Batisk-Sotirovochnaya a causé des problèmes logistiques à l'ennemi. Désormais, les fournitures militaires sont bloquées en transit et la planification opérationnelle des occupants est compromise. Ce ne sont pas de simples affirmations en l'air de Artech. Le groupe les a soutenues avec de nombreuses preuves, photos et vidéos, partagées aussi sur Telegram. Avec les photographies, Artech a prouvé que ses agents se trouvaient exactement là où ils disaient être. Quant aux vidéos, elles sont un peu plus spectaculaires. Les 2 montrent des images des incendies déclenchés par Artech, démontrant que le groupe a une fois de plus réussi à mener une attaque dommageable contre la Russie, juste sous le nez de Poutine. Nous disons une fois de plus, parce que Poutine a des problèmes avec Artech depuis des années. En janvier 2024, Artech avait déjà une solide réputation pour ses opérations en Russie et en Crimée occupée, au point que la British Broadcasting Corporation lui a consacré un portrait. Il menait alors des opérations d'espionnage en Crimée pour fournir à l'Ukraine des renseignements utiles à ses frappes à longue portée contre les cibles militaires et infrastructures russes. La British Broadcasting Corporation a interrogé un agent d'Artech, nommé Agent 1, qui a décrit le danger auquel ils sont exposés à chaque mission. L'agent raconte un moment où des militaires russes ont commencé à s'approcher de sa position alors qu'il prenait des photos. Un moment terrible, selon l'agent 1 à la British Broadcasting Corporation. J'ai réussi à m'accroupir près d'une voiture et j'ai fait semblant d'avoir un problème avec la roue. Miraculeusement, ils ne m'ont tout simplement pas parlé, conclut l'agent. On ignore si cela montre l'efficacité ou l'inefficacité de l'agent dans son sabotage. Les troupes russes s'efforcent d'identifier, dans les territoires occupés, les personnes qui agissent contre elles. L'opposition à Poutine motive les agents de l'Artech, dont les missions vont de la surveillance au sabotage évoqué par le Kiev Independent le 21 décembre. Un an plus tôt, la British Broadcasting Corporation avait présenté les espions et surveillants de l'Artech en Crimée, responsables d'une attaque contre le chemin de fer de la péninsule. Militani
a signalé en février 2023 que l'Artèche avait fait exploser une voie ferrée sur la péninsule, causant des retards à 3 trains. Les médias russes affirment que la Russie prétend que l'Artèche n'a stoppé que des trains de passagers. Même si c'était le cas, ce premier sabotage par l'Artèche a servi de modèle pour de nombreuses attaques contre les voies ferrées russes depuis le 21 décembre. La dernière attaque en est peut-être un exemple, tout comme une action de l'Artèche en octobre. Lors d'une opération à près de 1000 km de l'Ukraine, l'Artèche a détruit une portion du chemin de fer dans le district de Yelabuga. Pour empêcher le transport des drones Shahid utilisés par la Russie contre l'Ukraine, Euromaidan Press a rapporté ce sabotage, soulignant que ces drones russes ont causé la mort d'environ 14 000 civils ukrainiens à l'époque. Toute partie de la chaîne d'approvisionnement russe transportant ces drones devient alors une cible légitime. Pour des groupes comme Artèche, ce ne sont que quelques exemples des actions d'Artèche contre la Russie sur son sol. Le groupe, ayant élargi ses activités de la Crimée occupée à des régions russes éloignées de l'Ukraine, montre ainsi sa forte expansion. En Russie, un mécontentement croissant est alimenté par des personnes que les proches de Poutine ne parviennent ni à identifier, ni à arrêter. Que peut-on attendre d'une armée dont les soldats ne prennent même pas la peine d'enquêter face à un comportement suspect près d'une base ? L'incompétence russe et l'habileté des agents d'Artèche rendent possible ces frappes. Vous avez sans doute remarqué qu'Artèche concentre beaucoup d'efforts sur les chemins de fer russes. C'est parce que sans les rails, la Russie perd une grande partie de sa puissance militaire. Les rails sont une faiblesse russe. Et c'est une faiblesse que l'Ukraine apprend constamment à mieux exploiter. Comme l'a montré la guerre irrégulière en octobre 2024, la logistique est cruciale pour que la Russie maintienne la puissance et l'intensité de ses attaques contre les défenses ukrainiennes. Et cette logistique repose presque entièrement sur le réseau ferroviaire russe. La déclaration d'Artèche sur le sabotage du centre le 21 décembre en a donné un indice. Ce centre unique permet à la Russie d'envoyer troupes et matériel dans 4 régions de l'Ukraine occupée. Avec une vaste géographie et relativement peu d'alternatives pour le transport à grande échelle, l'armée russe a besoin de suffisamment de voies ferrées pour déplacer ses troupes, son équipement et ses approvisionnements, indique la source, avant d'ajouter que ces voies ferrées constituent une faiblesse que l'Ukraine peut exploiter. On affirme que, depuis toujours, et notamment durant la Seconde Guerre mondiale, la dépendance de la Russie au rail pour la logistique militaire constitue un talon d'Achille exploitable par la guerre non conventionnelle et irrégulière. Émilie Ferris de la Confédération nationale de l'agriculture a également déclaré dans un rapport que le réseau ferroviaire russe dépasse 85 000 km, soit 52 800 miles. D'une part, l'immensité de ce réseau suggère que la Russie dispose d'itinéraires alternatifs pour faire circuler ses trains si ceux-ci rencontrent des obstacles sur leur trajet prévu. Cela montre aussi que l'Ukraine a de nombreuses cibles potentielles que des groupes comme Artèche pourraient éliminer s'ils en sont capables. Irregular Warfare souligne que l'ampleur du réseau ferroviaire désavantage la Russie et que d'autres groupes de partisans qu'Artèche en ont conscience. 2 groupes, Organisation de combat des anarcho-communistes et Stop the Wagons, ont aussi manifesté leur opposition à Poutine en sabotant des infrastructures ferroviaires. Tout cela vise une chose, moins il y a de voies ferrées russes, moins de soldats et d'équipements sont envoyés en Ukraine. Artèche l'a prouvé le 21 décembre. Les groupes partisans ukrainiens ont intensifié leur sabotage contre les chemins de fer russes ces dernières années, pour soulager une partie de la pression exercée sur les défenseurs du continent ukrainien. 2 groupes partisans distincts ont mené des frappes contre la Russie depuis l'intérieur du pays. On comprendra que l'Ukraine ait pu envisager une pause d'1 ou 2 jours dans ces frappes. Après le travail de ces 2 groupes, Poutine espérait sûrement cela, mais ses espoirs ont été anéantis. Le 21 décembre, ce n'est pas qu'un nœud ferroviaire hors service qui a choqué la Russie, alors qu'Artèche sabotait du matériel ferroviaire. L'Ukraine a mené une frappe aérienne massive dans la région de Krasnodar Krai, ciblant un objectif prioritaire depuis 2025. Il s'agit de l'infrastructure pétrolière russe. Les drones tombés près de Volna, dans le Krasnodar Krai, ont encore affaibli l'industrie russe déjà en difficulté. Le Kyiv Independent indique que l'état-major ukrainien a confirmé le 22 décembre sa frappe contre le terminal pétrolier Tamanevdegas. Il existe des rapports contradictoires sur ce qui s'est passé.
L'état-major affirme que les drones ukrainiens ont provoqué un incendie de grande ampleur, en plus d'endommager des équipements dans un terminal pétrolier, un port, 2 navires et la jetée de gaz hydrocarbures liquéfiés du terminal Tamanev de gaz. La Russie a cherché à minimiser le succès de la frappe ukrainienne. Elle a repris son excuse favorite, affirmant que des éclats de drones ukrainiens détruits avaient endommagé une conduite, 2 quais et 2 navires. Les dégâts sont identiques, mais la diversité des cibles rend l'excuse des débris de drones peu crédible. Il est bien plus probable que les drones ukrainiens aient une fois de plus atteint directement leur cible. L'état-major ukrainien ajoute que l'incendie provoqué par les drones ukrainiens s'est étendu sur plus de 1000 mètres carrés, engloutissant l'un des navires visés. Un dépôt de réservoir dans la région sert à la Russie pour stocker du gaz liquéfié et des produits pétroliers. Et il a une capacité de stockage de plus d'1 million de mètres cubes. On ne sait pas quelle quantité de cette capacité vient de partir en fumée, mais il est clair que la Russie vient de perdre encore plus de son pétrole et de son gaz. Et pour enfoncer le clou, l'Ukraine a également ciblé la péninsule de Crimée et Donetsk, selon American Broadcasting Company News. Un missile ukrainien non identifié a touché une base temporaire de la 92e brigade russe de vedettes fluviales à Olenivka, en Crimée. Quant à Donetsk, l'Ukraine a détruit un dépôt de munitions et un site de lancement pour les drones d'attaque russes dans les zones occupées de l'oblast. La source indique que ces frappes visaient à contester les affirmations de Poutine sur l'inévitabilité de la chute de l'Ukraine. Le dirigeant russe exploite des avancées limitées, parfois falsifiées à Donetsk, pour peser dans les négociations de paix. L'Ukraine ne laissera pas cela arriver. Elle a frappé la Russie plusieurs fois en 2 jours pour prouver que la Russie n'est pas aussi forte que le dit Poutine. Poutine met en avant la puissance militaire de la Russie, mais l'armée ukrainienne et les partisans l'ont laissée groggy et chancelante. Loin d'être vaincue, l'Ukraine montre au monde qu'elle reste engagée dans le combat et capable de riposter à la Russie. Et avec des groupes de partisans opérant juste sous le nez de Poutine, l'Ukraine détruit du matériel et des maillons de la chaîne d'approvisionnement pour affaiblir encore davantage les forces d'occupation russes. À la fin de 2025, nous avons discuté de la façon dont l'Ukraine a coulé 2 navires lors de l'attaque du Kraï de Krasnodar le 21 décembre. Ce n'est rien de nouveau pour l'Ukraine, surtout qu'elle semble s'être lancée dans une campagne contre la flotte fantôme russe. Cela l'amène à frapper partout et loin. Dans une frappe inédite à plus de 2000 km, l'Ukraine a détruit un pétrolier de la flotte fantôme, remportant une grande victoire sur 2 mers. Regardez notre vidéo et abonnez-vous à The Military Show pour suivre la campagne navale ukrainienne contre la Russie. Merci de nous regarder.